Le soleil n'avait pas encore pleinement percé l'horizon, drapant la petite ville d'une lumière douce et pâle, lorsque Edward Malone, que tout le monde appelait Eddie, s'éveilla. À 85 ans, il vivait selon un rituel immuable forgé par des décennies de discipline militaire. Chaque mardi et vendredi, il se levait avant l'aube, enfilait une chemise blanche, soigneusement repassée, peignait ses cheveux blancs clairsemés avec un peigne en écaille et épinglait sur sa poitrine un insigne de vétéran de la guerre de Corée. Ce petit morceau d'argent, terni par les années, brillait pourtant grâce aux soins qu'Eddie lui portait chaque soir avant de se coucher. Sa Buick Century de 1998, entretenue avec un amour presque sacré, ronronnait doucement lorsqu'il empruntait la route sinueuse menant à la station-service Miller, à 3 kilomètres de chez lui. C'était une station d'un autre temps, avec des pompes tuées des pots manuels et une clochette qui tintait joyeusement à l'arrivée des clients. « Les nouvelles stations sont sans âme », disait souvent Eddie à qui voulait l'entendre. Miller, c'est un bout d'histoire, un écho des jours où les choses avaient du sens. Ce mardi-là, l'air portait une fraîcheur nouvelle, un avant-goût d'automne. Une brise taquine agitait le drapeau américain qui pendait, un peu fatigué, au-dessus de la station. Eddie gara sa Buick derrière 2 voitures, jetant un coup d'œil distrait à un groupe de motos garés de travers près de l'entrée du petit magasin attenant. Leurs propriétaires, 5 jeunes hommes en blouson de cuir ornés d'écussons que Eddie ne reconnaissait pas, riaient fort, partageant des canettes de boissons énergétiques tout en bloquant l'accès. Eddie patienta calmement pour son tour à la pompe, puis descendit de sa voiture, ses genoux protestant à chaque pas. La douleur était une vieille compagne, apprise dans les collines gelées de Corée, où il avait marché des heures sous des températures le mordantes, le souffle court et le cœur battant. Alors qu'il saisissait le pistolet de la pompe, les rires d'ouïe des motards se firent plus bruyants, teintés d'une pointe d'agressivité. Eddie tourna la tête vers eux, sa voix posée, presque douce. « Excusez-moi, messieurs, pourriez-vous vous mettre en file, comme tout le monde? Il y a d'autres clients qui attendent pour payer. » Le plus grand du groupe, un jeune homme d'à peine 25 ans, avec un tatouage serpentant sur son cou et un sourcil percé, pivota brusquement, un sourire narquois aux lèvres. « Et alors, qu'est-ce que ça peut te faire, grand-père? » Eddie redressa son dos, gagnant chaque centimètre que son corps usé lui permettait. « Juste une question de courtoisie. Nous avons tous une journée à poursuivre. » Le motard éclata d'un rire sec, donnant un coup de coude à ses compagnons. « Écoutez-moi ça, courtoisie. On dirait un manuel d'histoire. T'es sorti d'un musée ou quoi? » Eddie resta impassible, ses yeux clairs fixant le jeune homme sans ciller. « Je comprends que vous passiez un bon moment. Je vous demande simplement de penser aux autres qui attendent. » Un autre motard intervint, la voix chargée de dédain. « T'es trop vieux pour nous dire quoi faire. Rentre chez toi. » Eddie remarqua une femme dans une voiture à quelques mètres, tenant la main de 2 jeunes enfants qui observaient la scène avec des yeux inquiets. Un couple âgé, occupé à faire le plein, s'était arrêté pour regarder, leurs gestes suspendus. Derrière le comptoir du magasin, l'employé, un adolescent au visage pâle, semblait cloué sur place, un rouleau d'essuie tout serré dans les mains. « Je ne vous dis pas quoi faire, » répondit Eddie, sa voix toujours calme. « Je demande un peu de respect, c'est tout. » Le grand motard s'avança, sa silhouette imposante dominant la frêle stature d'Eddie. « Du respect? Pourquoi? Pour être vieux. T'es qui, toi? Pour exiger quoi que ce soit. » La main d'Eddie effleura instinctivement son insigne de vétéran, ses doigts caressant le métal usé.
J'ai versé mon sang pour que vous puissiez être ici, libre de parler comme vous le faites. C'est tout le respect que je demande. » Un silence lourd s'abattit sur la station. Pendant une fraction de seconde, une lueur de doute traversa le regard du motard, comme s'il pesait les mots d'Eddie. Mais elle s'évanouit vite, remplacée par un mépris durci. « Oh, génial !» lança-t-il, assez fort pour que tous l'entendent, le discours du « merci pour votre service ». Épargne-nous ça, vieillard. Retourne dans ta maison de retraite et raconte tes histoires de guerre à quelqu'un que ça intéresse. Eddie ne répondit pas. Il tourna lentement les talons pour retourner à sa pompe, ses pas mesurés, sa dignité intacte. C'est alors que tout bascula. Peut-être fut-ce ce silence, cette absence de riposte, qui agaça le motard. Peut-être fut-ce la façon dont Eddie, malgré son âge et sa fragilité, portait une assurance qu'aucun d'eux ne pouvait égaler. Sans prévenir, le jeune homme bondit, attrapa l'épaule d'Eddie pour le faire pivoter et, dans un mouvement impulsif, lança un coup de poing. Le coup n'était pas d'une force dévastatrice, le motard n'y avait pas mis tout son poids, mais il atteignit la tempe d'Eddie, le faisant vaciller. Ses jambes, déjà affaiblies par l'âge, cédèrent humains sous lui. Il s'effondra lourdement sur le béton, sa tête heurtant la base de la pompe dans un craquement sourd qui résonna dans l'air immobile. Une entaille s'ouvrit sur sa tempe et le sang commença à couler, formant une petite flaque écarlate sur le sol gris. La station plongea dans un silence absolu. Même le bourdonnement des voitures sur la route sembla s'éteindre. Le motard, figé, regardait ses mains comme s'il n'arrivait pas à croire ce qu'il venait de faire. Ses amis, bouche bée, reculèrent d'un pas. Des téléphones apparurent dans les mains des badauds, certains filmant, d'autres prenant des photos, mais personne ne bougea pour aider. « Il m'a provoqué », bafouilla le motard, sa voix tremblante, bien qu'Eddie n'ait rien fait pour mériter un tel geste. Eddie resta immobile un instant, sa vision brouillée par le choc. À 85 ans, une chute, même légère, pouvait être fatale. Mais il avait survécu à des nuits sans fin dans des tranchées boueuses, à des tirs ennemis sifflant au-dessus de sa tête, à des blessures bien pires que celle-ci. Lentement, avec une détermination forgée par des décennies de résilience, il roula sur le côté, s'appuyant sur un coude. Le sang coulait sur sa joue, tachant sa chemise immaculée, mais il ne grimaça pas. Il porta une main à sa tempe, touchant la plaie avec précaution, puis fouilla dans sa poche pour en sortir un mouchoir, blanc, parfaitement plié, brodé de ses initiales en fil bleu, un cadeau de sa défunte épouse, Marie. Il pressa le tissu contre la blessure, le sang s'infiltrant rapidement dans les fibres. L'employé de la station, un garçon d'à peine 17 ans nommé Tim, émergea enfin de derrière son comptoir, tenant un rouleau d'essuie-tout comme s'il s'agissait d'un bouclier. Il s'approcha, hésitant, et s'arrêta à quelques mètres, intimidé par la tension ambiante. Eddie ne leva pas les yeux. Il ne regarda ni le motard, ni les badauds, ni l'employé. Avec un effort visible, il s'appuya sur la pompe pour se relever, son corps protestant à chaque mouvement. Pas un mot ne franchit ses lèvres. Pas un cri, pas une plainte, pas même un regard accusateur. Ce silence, ce contrôle absolu, était celui d'un homme qui avait appris à endurer bien pire dans des lieux où la peur et la douleur étaient des compagnons constants. Le sang continuait de suinter à travers le mouchoir, gouttant sur le col de sa chemise. Les motards, leur arrogance envolée, chuchotaient entre eux, lançant des regards nerveux. Leur leader, celui qui avait frappé, faisait les 100 pas près de sa moto,
ses poings serrés, comme s'il cherchait une justification à son acte. « Il faut appeler une ambulance !» cria une femme depuis sa voiture, mais personne ne bougea. Une étrange paralysie semblait avoir saisi la foule, un mélange de choc et de culpabilité collective face à leur inaction. C'est alors qu'un pick-up bleu s'arrêta à une pompe libre. Un homme en descendit, large d'épaules, le visage marqué par des années de travail manuel sous le soleil. Son badge indiquait Caleb. Il balaya la scène d'un regard rapide, le mouchoir ensanglanté d'Eddie, les motards alimentaires en retrait, la foule silencieuse tenant des téléphones comme des spectateurs d'un drame qu'il n'osait interrompre. Sans hésiter, il marcha droit vers Eddie. « Monsieur, vous allez bien ?» demanda-t-il, sa voix ferme mais empreinte d'une réelle inquiétude. Eddie hocha légèrement la tête, son souffle court mais contrôlé. « Ça va, fiston, juste une égratignure. » Caleb fronça les sourcils en voyant le sang qui s'étendait sur le mouchoir. « C'est plus qu'une égratignure, monsieur. Laissez-moi vous aider à vous asseoir. » Avec une douceur surprenante pour un homme de sa carrure, il guida Eddie vers une chaise en plastique près de l'entrée du magasin. Il courut à son pick-up, revint avec une trousse de premiers secours et commença à nettoyer la plaie, avec précaution, appliquant un pansement temporaire. « Je sais qui vous êtes, » dit-il à voix basse tout en travaillant. « Je vous ai entendu parler l'an dernier, à la cérémonie du Memorial Day. Mon grand-père a servi en Corée, lui aussi. » Eddie, ses yeux voilés par l'âge mais toujours perçants, étudia le visage de Caleb. « McNamara, tu es le petit-fils de Robert McNamara. » Caleb, surpris, acquiesça. « Vous vous souvenez de lui? »« Je me souviens de tous, » répondit Eddie, sa voix empreinte d'une simplicité désarmante. Les motards s'étaient regroupés près de leur moto, parlant à voix basse, leurs regards oscillant entre Eddie et Caleb. Leur leader, celui qui avait frappé, semblait particulièrement agité, frottant ses mains contre son jean comme pour effacer son geste. « J'appelle la police !» annonça Caleb à voix haute, sortant son téléphone. « Et j'ai vos numéros de plaque, messieurs. » Eddie posa une main usée sur le bras de Caleb, ses doigts tremblant légèrement. « Pas besoin de faire d'histoire, fiston. J'ai survécu à des combats sur 2 continents. Un coup de poing ne va pas changer qui je suis. » Mais Caleb ignora la requête. Il composa un numéro, non pas celui des urgences, mais un contact enregistré dans son téléphone. « Chef Malone, c'est Caleb McNamara. Je suis à la station Miller avec votre père. Il y a eu un incident. » Les motards entendirent les chants et l'échange, et le visage de leur leader blêmide. « Malone, le chef de la police, est son fils ?» murmura-t-il à un de ses amis qui hocha la tête, soudain pâle lui aussi. Caleb poursuivit, sa voix pressante mais claire. « Non, monsieur, il dit qu'il va bien, mais il y a beaucoup de sang. Oui, ils sont toujours là. Entendu, monsieur. » Il raccrocha et se tourna vers Eddie, une lueur de respect dans les yeux. « Votre fils arrive. » Il était à proximité, en exercice avec des militaires. Eddie soupira, un mélange d'amusement et d'exaspération dans son regard. Thomas a toujours été trop protecteur. Pas besoin d'interrompre son travail pour une petite coupure. Oui, Cynthia, parmi des tautis Caleb, ignorant l'objection, commença à prendre des photos de la scène. Les motos et leurs plaques, le mouchoir ensanglanté qu'Eddie tenait toujours contre sa tempe. Tim, l'employé, trouva enfin le courage de s'approcher, apportant des bouteilles d'eau déo et des serviettes propres. « Monsieur Malone ?» bredouilla-t-il. « Je suis tellement désolé. J'aurais dû faire quelque chose. J'ai juste paniqué. » Eddie prit la main du jeune homme,
ses doigts serrant doucement les siens. « La peur, c'est humain, fiston. Ce qui compte, c'est de la reconnaître pour ce qu'elle est. La prochaine fois, tu sauras quoi faire. » Le couple âgé qui observait depuis leur voiture s'approcha à pas prudents. La femme, les yeux humides, triturait un mouchoir en papier. « Nous aurions dû intervenir, » dit-elle, la voix tremblante. « Nous sommes tous restés là, à regarder. » Eddie lui offrit un sourire fatigué mais sincère. Parfois, être témoin, c'est déjà une forme de courage. Le monde a besoin de ceux qui se souviennent de ce qui s'est passé, même s'ils n'ont pas pu l'arrêter. D'autres clients arrivaient à la station, sentant qu'un événement inhabituel s'était produit. Les murmures se propageaient, les regards se tournaient vers Eddie, toujours assis, et vers les motards qui semblaient de plus en plus mal à l'aise. Certains montèrent sur leur moto, comme s'ils envisageaient de partir. « Je ne ferais pas ça si j'étais vous », lança Caleb d'une voix forte. « Fuir ne fera qu'aggraver les choses. » Le leader des motards descendit de sa moto à contre-cœur, ses épaules voûtées. « Écoutez, le vieux m'a cherché. J'ai juste réagi. C'était pas un gros coup. » Eddie, toujours silencieux, tamponnait sa plaie avec son mouchoir. Ce silence sembla déstabiliser le motard plus que n'importe quelle accusation. « Dis quelque chose !» cria-t-il soudain. « Insulte-moi, menace-moi avec ton fils, fais quelque chose !» Eddie leva les yeux, son regard clair et direct, rencontrant celui du jeune homme. « Que veux-tu que je dise? Que je te haisse? Ce n'est pas le cas. Que j'ai peur de toi. Je n'ai pas peur. J'ai affronté des hommes qui voulaient vraiment me tuer, qui croyaient de tout leur cœur que je méritais de mourir. Toi, tu es juste un jeune qui a perdu son sang-froid. » Le motard vacilla, son agressivité s'effritant. « Mais je t'ai frappé. Tu saignes à cause de moi. »« Oui, » acquiesça Eddie, sa voix neutre, « et tu devras vivre avec ça. Peut-être que c'est une punition suffisante. » La foule, qui s'était agrandie, absorba les paroles d'Eddie dans un silence respectueux. Personne ne remarqua les deux SUV noirs qui tournaient au coin de la station jusqu'à ce qu'ils s'arrêtent brusquement devant le magasin, leur moteur grondant doucement. Leurs plaques gouvernementales brillaient sous le soleil matinal et leurs vitres teintées ne laissaient rien deviner de leurs occupants. L'atmosphère changea instantanément. Les motards se figèrent, leur plan de fuite abandonné. Les badauds reculèrent, formant un cercle plus large autour de la scène. Même Caleb se redressa, sa main effleurant instinctivement sa casquette en un geste de respect. La portière du premier SUV s'ouvrit et Thomas Malone, chef de la police du comté, en descendit. À 42 ans, il avait le même visage anguleux que son père, mais marqué par moins d'années et une vie moins rude. Son uniforme était impeccable et son regard méthodique balaya la scène, la tempe ensanglantée d'Eddie, les motards nerveux, les téléphones brandis par la foule. Deux officiers militaires, un homme et une femme en tenue de lieutenant, sortirent du même du second véhicule, leurs mouvements synchronisés, empreints d'une discipline évidente. Ils flanquèrent Thomas alors qu'il avançait, sa main reposant légèrement sur son arme de service, non une menace, mais un rappel de son autorité. « Lequel d'entre vous a frappé un vétéran de 85 ans? » demanda Thomas, sa voix portant sans effort à travers la station. Les motards échangèrent des regards, aucun n'osant avancer. Leur bravade s'était évaporée. « Laissez-moi reformuler, » dit Thomas, son ton se refroidissant. « Lequel d'entre vous
a agressé Edward Malone, vétéran de la guerre de Corée, conseiller militaire au Vietnam, décoré de l'étoile d'argent, et mon père. » Un silence pesant s'installa. Même le bruit des voitures sur la route semblait s'être tu. Le grand motard, celui qui avait frappé, fit un pas hésitant. « Monsieur, il y a eu un malentendu. » Thomas haussa un sourcil, son expression inchangée. « Un malentendu? 16 personnes ont filmé ce malentendu. Les caméras de sécurité l'ont capturé sous 3 angles différents. Vos amis ont assisté à ce malentendu. Voulez-vous essayer encore? » Le motard déglutit, sa voix plus faible. « J'ai perdu mon sang-froid. Il nous disait de bouger. Et cela justifie de frapper un homme âgé qui a survécu à 3 campagnes en Corée. » Intervint la lieutenante, sa voix vibrante d'une colère contenue. Elle s'avança, ses yeux lançant des éclairs. « Monsieur Malone a formé la moitié de mon unité aux techniques de survie l'an dernier. Des soldats plus jeunes et plus forts que vous ont écouté ses conseils pendant des heures. Il n'a jamais haussé le ton, même quand il faisait des erreurs qui auraient pu être fatales. » Thomas se détourna des motards et s'approcha de son père, s'agenouillant à ses côtés. Son regard s'adoucit en examinant la plaie. « Tu es en retard, Thomas, » plaisanta Eddie, un sourire léger aux lèvres. « Je t'avais dit que ces SUV étaient trop voyants pour un policier. » Thomas secoua la tête, un mélange de soulagement et d'exaspération dans les yeux. « Et je t'avais dit d'arrêter de te confronter à des gars 4 fois plus jeunes que toi. » « Il n'a confronté personne, » intervint Caleb, sa voix ferme. « Il a été respectueux du début à la fin. » Eddie leva une main, arrêtant Caleb. « Peu importe, fiston. Ce qui est fait, est fait. » Thomas aida son père à se relever, son bras soutenant doucement le vieil homme. « Une équipe médicale arrive. Ils voudront vérifier si tu as une commotion. »« Foutaise !» grommela Eddie. « J'ai eu des chocs plus durs en trébuchant sur mes propres pieds. » Le lieutenant masculin s'approcha, tendant la main. « Capitaine Malone, c'est un honneur de vous revoir, monsieur. Nous étions en exercice conjoint avec la police quand nous avons appris ce qui s'est passé. Le lieutenant Rodriguez et moi avons insisté pour accompagner votre fils. » Eddie serra la main de l'officier, un sourire discret sur les lèvres. « Lieutenant Chen, toujours à veiller sur mon fils, à ce que je vois. » Chen rit doucement. « J'essaie, monsieur, mais il ne me rend pas la tâche facile. » Thomas se tourna à nouveau vers les motards, son expression redevenant sévère. « J'aurai besoin de vos déclarations séparément. Le lieutenant Rodriguez va prendre vos informations. » Le motard responsable s'avança, ses épaules affaissées. « Monsieur, j'aimerais m'excuser auprès de votre père. Je n'ai jamais voulu que ça aille si loin. Gardez vos excuses pour le juge, » coupa Thomas. « Agresser une personne âgée est un délit grave dans cet État. » Eddie posa une main sur l'épaule de son fils. « Thomas, un instant. » Les 2 hommes s'écartèrent, échangeant à voix basse. La foule observait, captivée, tandis que Eddie parlait avec animation, ses mains ponctuant ses mots, et que Thomas secouait la tête, visiblement réticent. Après plusieurs minutes, Thomas céda, ses épaules s'affaissant légèrement. Ils revinrent au centre, où les motards attendaient, leurs identités vérifiées par le lieutenant Rodriguez. « Mon père, » annonça Thomas, sa voix claire, « a choisi de ne pas porter plainte. » Un murmure de surprise parcourut la foule. Les motards échangèrent des regards incrédules, certains laissant échapper un soupir de soulagement. « Cependant, » ajouta Thomas, élevant la voix pour couper court au murmure, « il s'agit d'une agression, attestée par de multiples témoins. Le comté poursuivra les charges à moins qu'une autre solution ne soit trouvée. »
Eddie s'avança, sa petite silhouette attirant tous les regards. « Jeune homme, dit-il, s'adressant directement au motard qui l'avait frappé. « Sais-tu pourquoi nous nous sommes battus en Corée? » Le motard, déconcerté, secoua la tête. « Pour la liberté, » répondit Eddie, sa voix ferme mais dénuée de colère. « Pas seulement pour nous, mais pour des gens que nous ne connaissions pas, qui ne parlaient pas notre langue, qui ne partageaient pas nos vies. Nous croyions que chaque être humain mérite dignité et respect. » Il marqua une pause, ses doigts effleurant son insigne. « Je ne veux pas que tu sois puni. Je veux que tu comprennes ce que cet insigne signifie. Lieutenant Chen, parlez-moi de ce programme de bénévolat pour votre unité. » Chen se redressa, sa voix claire. « L'initiative de soutien aux vétérans, monsieur. Nous rénovons un centre communautaire à l'est de la ville pour en faire un lieu d'accueil pour les vétérans. Un endroit où ils peuvent se retrouver, partager, guérir. » Eddie hocha la tête. « Mon fils ne portera pas plainte au nom du comté si tu t'engages à 60 heures de bénévolat là-bas. Tu travailleras avec des hommes et des femmes qui ont servi ce pays. Tu écouteras leurs histoires. Tu comprendras pourquoi ton geste était bien plus qu'une simple impulsion. » Thomas, visiblement peu convaincu par cette solution, acquiesça néanmoins. « Le lieutenant Rodriguez prendra vos coordonnées et organisera cela. Si vous échouez, ne serait-ce qu'à 1 heure, les charges seront rétablies immédiatement. » Le motard s'avança, ses yeux baissés. « Je le ferai. Et, monsieur, ajouta-t-il, s'adressant à Eddie, « je suis vraiment désolé. » Eddie étudia le jeune homme un long moment, son regard perçant mais sans jugement. « Je te crois. C'est un début. » Le lieutenant Chen s'approcha à nouveau. « Monsieur, si vous vous sentez d'attaque, nous avons une autre affaire à discuter. Le commandant de la base a entendu parler de l'incident et souhaite votre présence demain matin. » Eddie haussa un sourcil. « Pourquoi faire? » Chen sourit. « Il pense qu'il est temps que la base reconnaisse officiellement vos contributions à nos programmes d'entraînement. On parle de nommer le nouveau centre d'instruction tactique en votre honneur. » Pour la première fois ce matin-là, Eddie parut véritablement surpris. « C'est inutile, » murmura-t-il, mais une lueur d'émotion traversa ses yeux. 1 mois plus tard, le parking de la station Miller s'était métamorphosé. Des guirlandes de rouges, blanches et bleues ornaient le bâtiment usé. Des chaises pliantes, alignées en rangées soignées, occupaient l'espace où les voitures se garaient habituellement. Une estrade temporaire trônait près de l'entrée du magasin, ornée d'un podium portant le sceau de l'armée américaine. Eddie, assis au premier rang, ajustait maladroitement sa cravate, marmonnant son inconfort. « Tout ce cirque pour un vieux bonhomme qui s'est fait bousculer », grommela-t-il à Thomas, qui prenait place à ses côtés en uniforme de cérémonie. Thomas sourit, une lueur de fierté dans les yeux. « Ce n'est pas pour l'incident, papa. C'est pour 60 ans de service dont personne n'a assez parlé. » La foule qui remplissait les chaises représentait un échantillon de la communauté. Des vétérans en casquette militaire côtoyaient des familles avec enfants. Des policiers discutaient avec des enseignants et des commerçants. Au fond, un peu à l'écart, se tenaient 5 jeunes hommes en chemise propre, presque méconnaissables sans leurs blousons de cuir. Les motards, désormais, semblaient différents, leurs visages marqués par une humilité nouvelle. À 10 heures précises, une garde d'honneur de la base militaire voisine avança, présentant le drapeau avec une précision impeccable. Le commandant de la base, un colonel au visage sévère et à la poitrine couverte de médailles, monta sur l'estrade. « Mesdames et messieurs, commença-t-il, nous sommes réunis
aujourd'hui non seulement pour honorer un homme, mais pour célébrer un principe qui se fait rare, la dignité face au manque de respect. Tandis que le commandant retraçait le parcours militaire d'Eddie, ses actes de bravoure en Corée, son rôle de conseiller au Vietnam, ses décennies d'engagement communautaire, Miller, le vieux propriétaire de la station, se tenait près de l'entrée du magasin, un sourire éclatant aux lèvres. La veille, il avait remplacé l'enseigne délavée au-dessus de la porte. Elle portait désormais l'inscription « Station Malone », un lieu d'honneur. Caleb McNamara était assis avec son grand-père, un vétéran qui essuyait discrètement une larme lorsque les exploits d'Eddie étaient évoqués, des détails qu'Eddie lui-même n'avait jamais partagés, même avec Thomas. Et c'est pourquoi, conclut le commandant, j'ai l'honneur de remettre à Edward Malone cette distinction du secrétaire de l'armée, en reconnaissance de son dévouement, en uniforme comme en civil. Eddie se leva lentement, repoussant l'aide de Thomas d'un geste de la main. Alors qu'il montait sur l'estrade, la foule entière se leva, et un tonnerre d'applaudissements éclata, si intense que Eddie s'arrêta à mi-chemin, visiblement ému. Au podium, sa silhouette frêle semblait presque engloutie par le grand sceau militaire derrière lui. Mais lorsqu'il parla, sa voix porta avec une clarté surprenante. « Je ne mérite pas tout cela, commença-t-il. J'étais juste l'un des nombreux qui ont fait leur devoir quand on les a appelés. Les vrais héros ne sont jamais rentrés chez eux. » Il marqua une pause, son regard trouvant les 5 motards pouces au fond. Un sage a dit un jour que le caractère se révèle dans ce qu'on fait quand personne ne regarde. J'ajouterai que l'honneur, c'est ce qu'on montre quand tout le monde regarde, même face au mépris. La foule retint son souffle, pendu à ces mots. Il y a 1 mois, un jeune homme a fait une erreur ici. Depuis, il a travaillé aux côtés de vétérans dans notre centre communautaire. Il a écouté leurs histoires. Il a montré un remords sincère, non par des mots, mais par des actes. Eddie fit un geste vers le leader des motards. « James, veux-tu me rejoindre, s'il te plaît? » Un murmure parcourut la foule alors que le jeune homme, hésitant, traversait les rangées pour monter sur l'estrade. Il se tenait gauchement à côté d'Eddie, ses mains serrées devant lui. « Ce jeune homme, annonça Eddie, n'a pas fait 60 heures de bénévolat, mais 120. Il a appris que le respect ne vient pas de l'âge ou de l'uniforme. Il vient de la reconnaissance de l'humanité en chacun de nous. » James s'éclaircit la gorge, sa voix tremblante. « Monsieur Malone m'a donné quelque chose que je ne méritais pas, une seconde chance. Mes amis et moi nous engageons dans l'armée le mois prochain. Nous voulons gagner le respect que nous aurions dû montrer dès le début. » Une nouvelle vague d'applaudissements éclata, et Thomas regarda son père avec une fierté non dissimulée. Après la cérémonie, alors que la foule partageait des rafraîchissements, Miller dévoila une photographie encadrée, destinée à rester dans la station. Elle montrait un Eddie bien plus jeune, en uniforme, debout au garde-à-vous avec son unité en Corée. Dessous, une plaque simple portait l'inscription « L'honneur ne se gagne pas seulement sur les champs de bataille. Parfois, il se défend dans une station-service. » Eddie, mal à l'aise d'être au centre de l'attention, trouva un moment pour s'éclipser vers sa Buick. Assis au volant, il rassemblait ses pensées lorsque quelqu'un frappa à sa vitre. Caleb se tenait là, accompagné de son grand-père, un vétéran appuyé sur une canne mais droit dans son vieil uniforme. « Monsieur Malone, » dit Caleb, « mon grand-père a quelque chose à vous dire depuis 60 ans. » Le vieil homme salua, sa main tremblante mais ferme. « Sergent Malone, colline 209, novembre 1952. Vous m'avez porté sur 1 kilomètre sous le feu des snipers
après que j'ai été touché aux deux jambes. Je n'ai jamais pu vous remercier comme il faut. » Les yeux d'Eddie s'écarquillèrent de reconnaissance. « Soldat McNamara, vous êtes rentré chez vous. »« Grâce à vous, » répondit le vieil homme. « Et maintenant, mon petit-fils me dit que vous continuez à vous battre pour ce qui est juste. » Eddie sourit, un sourire qui effaça les décennies de son visage. « Plus de combats, maintenant. Juste des rappels de ce pourquoi nous nous sommes battus. » En rentrant chez lui cet après-midi-là, Eddie passa devant la station, désormais appelée Station Malone. Miller était déjà de retour au travail, servant les clients avec son habituel entrain. Mais quelque chose avait changé. Là où les gens se contentaient autrefois d'entrer et de sortir, ils s'attardaient désormais, échangeant quelques mots, un sourire. Un nouveau drapeau flottait au-dessus des pompes, plus grand, plus éclatant. Et sur le mur fraîchement peint, visible de tous, une inscription. Le respect se gagne, l'honneur se donne, les deux doivent être préservés. Eddie gara sa Buick dans l'allée de sa petite maison, un modeste bungalow où il vivait seul depuis la mort de Marie 8 ans plus tôt. Il coupa le moteur, mais resta assis un moment, le regard perdu sur le pare-brise. Les événements de la journée tournaient dans son esprit. Pas seulement la cérémonie, ni même l'incident à la station, mais les visages. Celui de James, le motard, marqué par un mélange de honte et de détermination. Celui de Caleb, empreint d'une admiration qu'Eddie ne pensait pas mériter. Et celui du vieux McNamara, un homme qu'il n'avait pas revu depuis cette nuit glaciale en Corée, où il avait porté un soldat blessé sur son dos, certain qu'aucun d'eux ne verrait l'aube. Il sortit de la voiture, ses gestes lents, et monta les quelques marches jusqu'à sa porte. À l'intérieur, la maison était silencieuse, figée dans le temps. Les photos encadrées sur le manteau de la cheminée racontaient une vie. Eddie en uniforme, jeune et sérieux, à côté de ses camarades, Eddie et Marie, le jour de leur mariage, riant sous une pluie de riz. Thomas, encore enfant, brandissant un poisson lors d'une sortie de pêche. Eddie s'arrêta devant la photo de Marie, ses doigts effleurant le cadre. « Tu aurais été fier de Thomas aujourd'hui, » murmura-t-il, « et tu aurais probablement dit que j'ai causé tout ce bazar pour rien. » Il s'assit dans son vieux fauteuil, le cuir usé épousant parfaitement sa silhouette. Sur la table d'appoint, son insigne de vétéran reposait dans une petite boîte en bois, à côté d'une pile de lettres jaunies, des mots de camarades, de familles de soldats qu'il avait aidés, de jeunes recrues qu'il avait formés des années plus tard. Il n'ouvrait plus ces lettres, mais leur présence était un rappel, un poids qu'il portait avec fierté et douleur. Le lendemain matin, Eddie se rendit à la base militaire, comme promis. Le commandant l'accueillit avec une chaleur inhabituelle pour un homme de son rang. « Monsieur Malone, » dit-il, « nous avons trop longtemps négligé de reconnaître ce que vous avez fait pour nous, pas seulement en Corée, mais ici, avec nos soldats. Le centre d'instruction portera votre nom, et ce n'est que le début. » Eddie, mal à l'aise sous les éloges, secoua la tête. « Donnez ce nom à quelqu'un qui n'est pas rentré. Moi, j'ai juste fait ce qu'on m'a demandé. » Mais le commandant insista, et Eddie, à contre-cœur, accepta une visite du futur centre. Les jeunes recrues qu'il croisa le saluaient avec un respect presque intimidant, et plusieurs demandèrent à lui serrer la main, leurs yeux brillants d'admiration. L'un d'eux, une jeune femme aux cheveux attachés en chignon strict, s'arrêta pour lui parler. « Monsieur, j'ai lu votre dossier pour un projet sur la guerre de Corée. Ce que vous avez fait sur la colline Deuxneuf, ça nous inspire tous. » Eddie la regarda, cherchant ses mots.
Ce n'était pas du courage, petite. C'était juste ce qu'il fallait faire. Vous feriez la même chose pour vos camarades. De retour à la station Miller quelques jours plus tard, Eddie trouva l'endroit transformé. Les clients, autrefois pressés, prenaient le temps de discuter. Miller avait accroché la photo encadrée à l'intérieur et les gens s'arrêtaient pour la regarder, murmurant des bribes de l'histoire d'Eddie. James, le moteur, était là aussi, vêtu d'une chemise propre, aidant à nettoyer les pompes. Il s'approcha d'Eddie, hésitant. « Monsieur Malone, je voulais vous dire, j'ai parlé à un recruteur. Je m'engage dans les Marines, pas juste pour éviter les ennuis, mais parce que je veux être quelqu'un dont vous pourriez être fier. » Eddie posa une main sur l'épaule du jeune homme. « Tu l'es déjà, fiston. Continue sur ce chemin. » Mais puis... Les semaines passèrent et la station Malone devint plus qu'un lieu pour faire le plein. Les vétérans du coin s'y retrouvaient, partageant des histoires autour d'un café offert par Miller. Les enfants du quartier venaient écouter, fascinés, les récits des anciens. Et Eddie, malgré ses protestations, devint une figure centrale, un homme dont la simple présence rappelait à tous ce que signifiait l'honneur et le respect. Un soir, alors qu'il rentrait chez lui, Eddie s'arrêta à un feu rouge près de la station. Une famille traversait la rue, un petit garçon tenant un drapeau américain miniature. Il regarda Eddie et lui fit un salut maladroit. Eddie sourit, levant une main en réponse. Le feu passa au vert et il avança, un sentiment de paix l'envahissant. Il n'avait jamais cherché la gloire, ni même la reconnaissance. Mais dans cette petite ville, dans ce coin de rue où il avait été frappé, il avait rappelé à tous que l'honneur n'est pas seulement une médaille ou un nom sur un bâtiment. C'est la façon dont on se tient, même quand le monde vous pousse à tomber.